Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à Sarre-Union. Alors je me présente, je m'appelle Louise et je suis chargée de mission pour le projet de développement du musée régional de l'Alsace-Bossu pour la ville de Sarre-Union. Et cet après-midi, je suis votre guide. Alors on va parcourir ensemble le patrimoine urbain de Sarre-Union, partir à sa découverte. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la visite. Dans un premier temps, on va parcourir la ville médiévale et Renaissance. Et dans un second temps, on va voir les vestiges du passé industriel de la ville de Sarre-Union. Alors, est-ce que vous savez quelle est l'origine du nom de Sarre-Union? Une petite idée, peut-être? Non? Oui? C'est l'union de la Sarre, avec la Sarre. Oui, alors il y a quelque chose, il y a un lien avec la Sarre. En fait, dans Sarre-Union, on entend le mot « union ». Et en fait, ce nom est dû à la réunification en 1794 de Boekenhoom, la ville où on se trouve là, enfin ancienne ville médiévale où on se trouve là actuellement, et Neuilly-Sarre-Verden, aujourd'hui connue sous le nom de la Ville-Neuve, qui est située de l'autre côté de la Sarre, rive gauche. Et donc nous on se trouve dans l'ancienne ville médiévale, Boekenhoom, qui est connue dès l'époque gallo-romaine, connue sous le nom de Vicus Savari, qui était une ville commerçante et qui se trouvait sur la route du sel, où il y avait beaucoup de passages. Et au Moyen-Âge, la ville s'est agrandie, elle s'est entourée de remparts et elle était sous l'autorité des comtes de Sarre-Verden. Et après, au XVIIe siècle, il y a eu un petit peu de remue-ménage à cause du contexte politique et religieux dont je vous fais grâce parce que c'est un petit peu complexe. Les comtes de Sarre-Verden, enfin leurs héritiers, les comtes de Nassau-Sarrebruck, perdent Boekenhoom et Sarre-Verden, qui était leur fief, au profit du duché de Lorraine. Donc Boekenhoom devient Lorraine. En réaction à cela, les comtes de Nassau-Sarrebruck, ils vont faire construire à la barre de Boekenhoom, sur la rive gauche, de l'autre côté de la Sarre, Neuilly-Sarre-Verden, en référence à Sarre-Verden, donc fief qu'ils ont perdu. Et contrairement à Boekenhoom, où vous allez le voir tout à l'heure, on a des rues qui sont tortueuses, c'est une ville médiévale. Neuilly-Sarre-Verden est une ville nouvelle, construite en 1707. Voilà, comme vous êtes en train de le signaler, c'est carré. Ce sont des rues qui sont larges, grandes, qui se rejoignent en angle droit. Et voilà, ça a été en fait en réaction à Boekenhoom qui a été perdu au profit du duché de Lorraine. Quelques mots sur l'origine du nom de Boekenhoom. On trouvait donc Bockenheim dans les écrits anciens, qui a une étymologie franque et celte. On tirerait ça de Heim des Buco, et qui voudrait dire deux choses. Premièrement, lieu sous les hêtres, et deuxièmement, ce serait peut-être l'habitation du chef franc Buco. On va continuer ici avec l'église catholique Saint-Georges. Cette église a été construite au XIVe siècle et on va pouvoir voir en se baladant un petit peu après qu'il y a plusieurs styles architecturaux. XIVe siècle, on est au Moyen-Âge, donc c'est l'art gothique qui est à la mode. Mais dans cette église, on va retrouver plusieurs styles, le style Renaissance, mais aussi le style baroque. Alors, on a une église en croix, qui a un plan en croix. Donc vous avez le chœur là-bas qui est le haut de la croix. Ensuite, le transept qui représente les bras de la croix. Et ici, nous, on est dans la nef qui représente donc le bas, le pied de la croix. Regardez ce tableau-là. C'est Saint-Georges qui est représenté. C'est le patron de l'église de Sarre-Union. Saint-Georges, c'est le patron des chevaliers, des armuriers, et c'est aussi le patron du
d'une quarantaine de paroisses en Alsace. Il y en a beaucoup qui sont placées sous son patronat. Et là, c'est un tableau qui date de la fin du XVIIIe siècle, avec un cadre doré, baroque, qui a été restauré, ainsi que la toile. Et sur cette toile, qui c'est qui est représenté? C'est Saint Georges en train de terrasser le dragon, en plein dans l'action de l'histoire. Donc on voit Saint Georges en armure, sur son cheval blanc, en train de terrasser le dragon. Alors on ne le voit pas très bien, mais il y a la tête qui est vers Saint Georges. Et on voit bien que Saint Georges est illuminé par une lumière divine. Et ça, Saint Georges qui est en train de terrasser le dragon, ça symbolise la victoire du bien contre le mal. Voilà. Ici, vous avez un orgue alors, du frère Delorme qui date, lui, du début du XVIIIe siècle. C'est une pièce qui est assez rare en Alsace parce qu'à l'époque, il y avait la famille Zilbermann, famille de grands facteurs d'orgue, qui faisait tous les orgues, tous les instruments des autres églises en Alsace. Et il se trouve qu'ici, à Sarre-Union, donc c'est le frère Pierre Delorme, qui est originaire de Orléans, qui a fait ce magnifique orgue. Et alors, d'ailleurs, on va regarder un petit peu le buffet. Donc c'est toute la partie qui est en bois, qui est énorme, qui est réalisée par deux frères de Sarre-Union, originaires de Bouquenôme, pardon, à l'époque on est toujours sous Bouquenôme. Et si on regarde au centre du buffet, vous voyez 3 écussons. Le premier au milieu, c'est le duché de Lorraine qui est représenté. Pourquoi? Parce qu'on est, donc je dis début XVIIIe siècle, on est passé sous l'autorité du duc de Lorraine. Et donc là, on reconnaît son blason avec les 3 alérions qui sont au milieu. Et au-dessus, vous avez la croix de Lorraine. Tout à gauche, vous avez un autre blason avec 3 fleurs de lys. C'est le blason du duc d'Orléans, Philippe d'Orléans, qui à l'époque était le régent du royaume de France, tant que Louis XV était mineur. Donc là, c'est pour nous rappeler en fait les origines du frère Delorme qui a fait l'orgue. Et tout à droite, vous avez un dernier blason où il y a 2 poissons argentés. Et ça représente le blason du duché du duc de Bar. Ce n'était autre que le duc de Lorraine. Alors, on va s'avancer, on va aller vers le chœur et essayer de voir les traces de l'art gothique. On a ici des essais préparatoires pour des ouvertures, pour la mise en place des vitraux. Et là, on remarque que c'est vraiment le style gothique. On voit ici les arcs brisés et puis les décorations qui sont à l'intérieur, donc les roses qui commencent à apparaître. Autre indice pour l'art gothique, ça va être au niveau des arcs. Vous avez ici par exemple là, un arc brisé, tout comme là. Et si vous venez plus vers moi, on va pouvoir voir une évolution stylistique. Vous voyez là à droite, on a un arc en plein cintre. Ça, c'est le style roman, exactement. Alors qu'à gauche, regardez, on a un arc brisé, style gothique. Autre indice, il suffit de lever la tête, on a juste au-dessus de nous une voûte en croisée d'ogive. Alors ce sont 2 arcs en fait qui s'entrecroisent et qui permettent de répartir le poids du plafond plus équitablement sur les colonnes. Autre indice, là on a aussi une voûte d'ogive rayonnante. Cette fois, vous voyez qu'il y a plusieurs arcs qui partent de la clé de voûte qui se situe au centre. Vous avez le buffet, enfin la boiserie autour, qui date du XVIIe siècle, qui a été faite par Georges Lins, un menuisier de Bouquenôme. Et avant cette boiserie, il y avait des stalles derrière. Des stalles, donc c'est une rangée de chaises qui sont enchevêtrées les unes dans les autres, où il y avait le clergé qui prenait donc place ici dans le chœur pendant l'office. On a également un maître-autel qui est en marbre,
qui a été offert pour la Pentecôte fin XVIIIe siècle. Et c'est l'œuvre du sculpteur du roi de France à l'époque. Juste derrière le maître-autel, vous avez 3 grands vitraux. Alors eux, ils sont plus contemporains. Ils datent d'après la Seconde Guerre mondiale. Et là, qui c'est qu'on retrouve au centre? C'est Saint-Georges, hein, en train de terrasser le dragon. En fait, ces 3 vitraux sont en train de nous raconter l'histoire de Saint-Georges avec au centre l'action principale. Je vais vous montrer un autre style, cette fois-ci style Renaissance. Alors voilà, ici on a une chaire qui a 2 styles différents. On a la partie supérieure qui est plutôt style gothique, alors que le pied, vous pourrez venir voir tout à l'heure, hein, vous approchez, on a la décoration typique de la Renaissance avec des visages et puis aussi du décor fruitier. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chaire a un petit peu sa sœur jumelle dans la collégiale Saint-Blaise à Sarverden. Si vous avez l'occasion, il y a le même style, le même style de chaire. Alors maintenant, on va voir l'extérieur de l'église. Donc là, on a encore un autre style architectural, c'est le style baroque. Vous pouvez voir hein, au niveau de l'entrée, donc on a 2 colonnes au chapiteau corinthien avec au-dessus un fronton semi-circulaire. Et sur le fronton, qui c'est qu'on retrouve? C'est Saint-Georges en train de terrasser le dragon. Alors vous pouvez le voir, l'église est située plutôt en hauteur de la ville. Pourquoi? Parce que c'était un lieu de rassemblement en cas d'attaque de la ville et puis voilà, un lieu aussi de prière. Et ce qui est étonnant, c'est que l'entrée n'est pas située comme d'habitude à l'ouest, hein. L'entrée devrait être située à l'ouest. C'est parce que le sous-sol, en fait, il n'est pas stable, donc il y avait des risques d'affaissement. Du coup, ils ont décidé de construire l'entrée de l'église côté nord. Et alors, le clocher, lui, pareil, hein, construit côté nord. Alors, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements américains. Et ensuite, il a été reconstruit en 1953. Voilà. Alors, on va aller derrière l'église. Alors ici, c'est juste pour vous montrer des bâtiments qui étaient dépendants de l'église Saint-Georges. Au fond, là-bas, vous aviez la maison du sacristain et une école catholique. Et alors le sacristain, lui, il était l'homme à tout faire. Il était instituteur, il était organiste, mais aussi sonneur de cloche. Juste là-bas, le grand bâtiment que vous avez, là, c'est le presbytère qui date de 1750, hein, il est assez récent. Et pendant la Révolution française, il servait en fait de tribunal. Juste là, vous avez un ossuaire, hein, on le remarque, hein, au niveau de l'emblème, on a une tête de mort avec des os qui s'entrecroisent. Cet ossuaire, en fait, est dû au manque de place dans le cimetière qui était autour de l'église. Hein. À l'époque, on se faisait enterrer autour de l'église. Alors quand je dis on se faisait, c'était les gens du peuple. Et à l'intérieur de l'église, c'était les prêtres ou les nobles hein, qui se faisaient enterrer. Et bon, il y avait plus de décès qu'aujourd'hui, plus d'enterrements. Et le cimetière, il n'y avait plus beaucoup de place. Ou quand il y avait une tombe, par exemple, où il y avait la concession qui se terminait, on déterrait les ossements et ensuite on allait les ranger dans l'ossuaire hein, pour libérer la place. Alors maintenant, on va aller voir quelques éléments d'architecture de l'époque Renaissance dans la Grand-Rue. À partir du XVIe siècle, donc on est à l'époque Renaissance, et la cité médiévale de Bockenheim
va rentrer dans une période de paix et de prospérité. Et ce qui est en vogue à l'époque, c'est le style Renaissance. Alors ça va se traduire par en fait un retour à l'antique, parce qu'à la Renaissance, qu'est-ce qu'on aimait? Le style architectural de l'Antiquité. Alors on va avoir des colonnes antiques, des pilastres, des macarons, enfin, c'est-à-dire donc des visages, et on va aussi avoir des décors fruitiers. Et ce qui est caractéristique aussi, ça va être ces oriels. Alors là, vous en avez un ici. Alors les oriels, ce sont des fenêtres en encorbellement qui dépassent en fait du mur, hein, qui sont dans la rue. C'était signe de richesse. Alors là, on peut voir que celle-ci est joliment décorée, hein. Vous avez là un jeune homme ou un jeune enfant qui est en train de supporter l'oriel sur son dos. À gauche, on a un visage assez grimaçant, hein, qui est en train de sortir de la pierre. Et à droite, on a un cygne qui est en train de garder ses œufs. Et puis on peut voir aussi la date de la construction, hein, de cet oriel, 1629. Alors on va descendre un tout petit peu plus bas, je vais vous en montrer encore un autre. Alors là, on est devant une maison qui date de la fin du XVIe siècle. Et ce serait en fait la résidence d'hiver du bailli du comté de Sarrewerden, alors Jean Streif de Laufenstein, qui en était séjourné au château de Diedendorf. Alors là, vous voyez qu'on a un très bel oriel polygonal sur 2 niveaux et qui est très joliment décoré, hein, sur les 2 niveaux. Alors là, si on voit sur... alors ça s'appelle les allèges, hein. C'est des murs qui sont construits en dessous de la fenêtre. Et si on regarde un petit peu le décor de cette allège, on remarque qu'ils essayent d'imiter de la ferronnerie. Et c'est intéressant parce qu'au château de Diedendorf, qui est un château Renaissance, on retrouve un petit peu ces mêmes motifs. Alors là, je vais vous parler un petit peu de l'ordre des Jésuites. Et alors il y avait un ordre des Jésuites qui était installé à Sarre-Union. Donc là, on est juste devant le collège des Jésuites. Et sur votre droite, vous avez la chapelle des Jésuites. Alors, le collège des Jésuites, lui, a été fondé en 1630 par le duc de Lorraine, donc de l'époque c'était François II. Et on est voilà, en pleine guerre de 30 ans, donc il y a des passages de troupes incessants, hein, des troupes françaises, des troupes suédoises. Et François II s'empare de Buchenum et il veut rétablir la religion catholique. Donc l'ordre des Jésuites, je vous expliquer un petit peu ce que c'est un ordre catholique masculin qui, comme les autres ordres cisterciens ou Saint-Augustin, partagent les valeurs de pauvreté, de chasteté et puis d'obéissance. Et eux, ils sont surtout axés sur l'éducation et l'évangélisation. On fait venir des frères jésuites enseignants à Buchenum, pour faire apprendre aux enfants de la ville et des environs alors 4 langues, le latin, le grec, l'allemand et le français. Et les élèves devaient être capables de réciter un poème et de jouer une pièce de théâtre dans ces 4 langues. Alors il n'y avait pas de pensionnat, les enfants étaient hébergés dans les familles de Buchenum. Et après donc, cet ordre de jésuites a été interdit en France par Louis XV alors en 1764. Les jésuites se sont réfugiés ensuite en Prusse et l'établissement ici devient collège royal. Et durant la Révolution française, le collège va abriter 2 fours militaire et va devenir un dépôt de vivres pour les troupes de passage ici. Après, au début du 19e siècle, le collège va être racheté par la ville de Sarre-Union. Et alors, ils voulaient en faire un casernement pour des troupes de passage, encore une fois, après un lieu de résidence pour la gendarmerie. Et finalement, c'est devenu une école primaire pour les filles dans les années 1830.
Et après, en 1960, c'est devenu l'hôtel des finances, et aujourd'hui, ça l'est toujours. Alors ce qui est intéressant, sur la façade du collège, on a un beau cadran là entre les deux fenêtres. Le cadran, lui, il date de 1758 et juste au-dessus, on peut voir 3 lettres IHS pour Jésus Hominum Salvator, donc c'est du latin pour Jésus Sauveur des hommes. Ça, c'est le symbole, on va dire le sceau, la devise de l'ordre des Jésuites. Alors, la décoration de ce cadran, il y a un petit mélange de mythologie antique et puis mythologie chrétienne. On voit 2 anges qui sont en train de tenir un message. C'est un extrait du psaume de la Bible. Alors c'est écrit en latin, alors moi je vais vous dire ce que ça veut dire en français. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom de Dieu est à louer. Et juste en dessous, vous avez le dieu Saturne, qui est un dieu de la mythologie romaine, qui est en train de tenir un sablier qui est le symbole du temps qui passe, et dans l'autre main, une faux qui est le symbole de la mort. Là, ça résume bien en fait le métier, on va dire, du dieu Saturne, qui est maître du temps. Alors à côté, c'est IHS, pareil, Jésus Sauveur des hommes, au-dessus de la chapelle. Et des initiales. Alors là, oui, ce sont des lettres qui sont enchevêtrées. Alors c'est A et M. Je suppose que c'est pour Ave Maria, quoi, dédié à la Vierge Marie. On va continuer avec l'époque Renaissance. Je voulais vous parler un petit peu de l'hôtel de ville. Alors avant d'être mairie, c'était les halles couvertes du marché de Sarre-Union. Alors ça servait aussi au rez-de-chaussée de dépôt pour le matériel pour lutter contre l'incendie, donc les crochets, les seaux. Et il y avait également une prison au rez-de-chaussée. Et au premier étage, c'était la salle communautaire pour la mairie. Et donc vous avez un cartouche là sur la gauche du bâtiment avec marqué dessus 1684. Alors c'est pas la date de construction des halles, mais la date de reconstruction. Ces halles ont été reconstruites donc en 1684. Alors cette reconstruction a été permise par le roi Louis XIV, donc le roi Soleil, le roi de France, qui avait séjourné sur Sarre-Union entre 6 et 9 jours en juin 1683, parce qu'il était en train d'assister à des manœuvres militaires dans la région de la Sarre, où il y avait 18 000 militaires en manœuvre. Et quand il a séjourné à Sarre-Union, il a vu l'état des marchés couverts qui étaient presque en ruine, il menaçait ruine le bâtiment, et il a dit on va reconstruire ces halles et à mes frais. Donc beau cadeau du roi Soleil. Merci. Et donc le roi Soleil a séjourné à Sarre-Union. Alors on suppose qu'il a séjourné à l'hôtel de la Rose. Alors ce serait le bâtiment juste là-bas, l'Excelsior, ancien bar et cinéma, ou alors cette maison-là, juste derrière vous. Mais c'est peu probable parce que la famille qui habitait cette maison, c'était des protestants. Et le roi étant catholique, je pense qu'il n'a pas dû séjourner chez cette famille. Alors ce serait plutôt en fait le bâtiment que vous avez juste là, au niveau de la fleuriste. Donc ce serait apparemment là où aurait logé le roi Soleil. On va continuer, on va voir une belle maison Renaissance. Donc ici, on a une très belle maison Renaissance qui a été construite en 1624. Alors c'est une maison qui appartenait à une riche famille de tanneurs. Et donc vous avez le pignon sur rue qui est en volute, avec des courbes qui sont en train de s'enrouler. Et donc ce pignon-là, il est très fréquent à la fin de la Renaissance, en Flandre, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. On a un oriel encore ici qui orne la façade principale et qui, comme tout à l'heure, la maison du bailli, un allège qui est en train d'imiter la ferronnerie.
On a des corbeaux, alors c'est le vocabulaire architectural. Ce sont en fait des pierres qui sortent du mur pour supporter en fait un balcon qui vient donc là, qui sort de la rue, enfin qui sort dans la rue, ou alors encore un toit en pente. Alors ici vous avez un oriel qui est très important, qui est sur 4 niveaux. Et vous avez, alors si on regarde le premier niveau, les allèges, qui ont des décorations assez diverses. On retrouve des fruits, probablement une pomme au milieu avec des poires. C'est des fruits qui ont l'air assez exotiques. Et au milieu, vous avez un macaron, un visage, qui a des traits assez peu communs. C'est Saint François Xavier, qui est représenté avec des traits asiatiques, parce qu'il était missionnaire en Asie et en Chine notamment. Sur le côté gauche, ici, là, dans le mur, on devine les escaliers. Ici, vous avez le linteau de porte avec un emblème. Alors, ça représente en fait le métier de tanneur. On voit 2 couteaux courbes qui s'entrecroisent et un grand couteau qui est à l'horizontale. Donc, en regardant rien que cet emblème, on sait quel métier exerçait en fait la famille qui habitait cette maison. Autre particularité, ce sont les fenêtres à meneaux, qui sont très caractéristiques de la Renaissance. Donc le meneau, c'est cette partie, le montant en pierre qui monte et qui sépare les fenêtres. Donc là, on a 3 ouvertures. Et je ne sais pas si vous remarquez tout en haut, au 4e niveau, on a une ouverture, enfin 2 ouvertures qui sont aveugles sur les 3. Alors ça, c'est dû à la Révolution française, sous le Directoire. En 1798, il y a eu un impôt sur le nombre d'ouvertures, donc portes et fenêtres. Plus vous aviez d'ouvertures, plus il fallait payer d'impôts. Oui, en bas, oui, voilà, pareil. Donc là, il y a le volet, on voit un peu moins bien. Mais du coup, les gens bouchaient les ouvertures. Et c'est un impôt qui était en vigueur jusqu'en 1926. Donc c'est assez récent. Voilà. Maintenant, on va partir à la chasse des emblèmes, encore dans la ville médiévale. Et on va essayer de deviner qui étaient les propriétaires des maisons. Alors venez, suivez-moi. Alors, vous voyez l'emblème? Alors il est caché par le numéro de rue, mais on voit un symbole, un outil. En fait, c'est le gabarit d'une tuile plate, ou le moule d'une tuile plate. Donc c'était un tuilier qui habitait ici. Voilà. Et on peut remarquer aussi le bel encadrement de porte avec les pilastres et puis des chapiteaux qui sont décorés. On va continuer, je vais vous montrer un autre emblème. Alors ici, à votre avis, voilà, un boucher ou alors un éleveur de bovins, soit l'un, soit l'autre. Donc les emblèmes, on voyait que les artisans étaient fiers de montrer à quelle corporation ils appartenaient. Ils montraient qu'ils avaient un amour du métier et qu'ils voulaient sûrement le transmettre de génération en génération. Et surtout, ces emblèmes-là, ça voulait dire, voilà, j'ai réussi, je suis propriétaire de ma maison. Voilà, il y a un peu d'amour-propre aussi là-dedans. On va continuer. Voilà, donc là on est devant une maison Renaissance qui date de la fin du XVIe siècle ou début XVIIe siècle. Alors vous voyez qu'on a déjà un encadrement de porte qui est très décoré. On retrouve là les pilastres avec les chapiteaux corinthiens. Ionique, pardon. Et au-dessus de l'encadrement de la porte, on retrouve cette sculpture qui imite la ferronnerie. Et on a aussi des éléments de décoration florale, on voit des tulipes. Il y a aussi cette oriel triangulaire qui est assez remarquable.
De nouveau, au niveau des allèges, le décor qui imite la ferronnerie. Et ce qui est assez important, c'est un atlante qui est en train de soutenir la partie supérieure de l'oriel. Et cet atlante-là s'inspire des cariatides, c'était des déesses sculptées qui soutenaient des entablements de temples grecs. Donc ça, au-dessus, c'est le temple de l'Erechtheion à Athènes, sur l'acropole. Là, on a les cariatides, les déesses, qui sont en train de soutenir l'entablement du temple. On continue notre chasse aux emblèmes. À votre avis, ici, qu'est-ce que ça représente? Boulanger, non? Pas bretzel. Boulanger, voilà, parce que ça représente un bretzel. Donc sûrement boulanger, pâtissier. Alors je vais vous parler un petit peu du patrimoine juif de Sarre-Union. Donc là, on est juste à côté de la synagogue. Et là, ici, c'était en fait la maison du rabbin. Alors il faut savoir que les premiers juifs qui arrivent en Alsace-Bossus, c'est vers le XVIIIe siècle. Et c'est principalement des familles de commerçants ou des gens spécialisés dans la revente de matériaux comme du fer. Et en fait, ils se réunissaient dans une maison commune qui s'appelle la Kalkstube, qui est située en fait à l'emplacement de l'actuelle synagogue et qui servait donc de salle communautaire. C'est là qu'il y avait donc les prières. Juste à côté, donc, on avait la maison du rabbin, qui est construite en même temps que la synagogue à côté, donc en 1839. Alors elle sert d'école hébraïque, d'oratoire, et elle abritait le mikvé, qui est un bain traditionnel où on vient donc purifier son corps avant les grandes fêtes juives. Et sur la façade, on voit l'étoile de David et puis le chandelier à 7 bras, la menorah. Et donc Sarre-Union avait une grande communauté juive, d'où la présence de cette synagogue. Alors on va aller la voir un petit peu plus loin. Alors venez par ici s'il vous plaît, pour bien voir la façade. Donc la synagogue, construite en 1839, en même temps qu'un cimetière qui est situé sur les berges de la Sarre, important cimetière israélite. Et donc sur le fronton, on peut encore voir l'étoile de David et puis la menorah, le chandelier, aux 7 branches. Alors en 1845, la communauté juive de Sarre-Union est composée de 400 personnes. C'est la communauté la plus importante en Alsace-Bossus. Et la circonscription en fait rassemblait donc, de Sarre-Union rassemblait celle de Diemringen, Struth, Tiefenbach et puis il y avait même Dellingen dans les années 1850. Alors pendant l'occupation nazie, la synagogue est vendue à la ville en 1941 et après elle a été louée à l'administration militaire allemande. Et elle a été rendue à la communauté israélite après 1945, mais en très mauvais état. Elle a subi les tirs d'artillerie et puis pillage, vol. Et du coup, l'intérieur a été diminué de moitié. On a un espace de prière beaucoup plus petit, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Sarre-Union a subi les conséquences de la Seconde Guerre. Rien que pour vous dire qu'on avait 400 personnes en 1845. En 1953, il y avait plus que, je ne me trompe pas, 53 Israélites sur Sarre-Union. On va continuer par ici. Alors là, on va rentrer, on va longer les remparts de Sarre-Union. Ça s'appelle la rue des Remparts. Comme son nom l'indique, on va longer les remparts. Et en fait, l'alignement des maisons que vous voyez laisse deviner les remparts qui étaient élevés. Alors ces remparts sont érigés au Moyen-Âge en 1328. Ils sont quasi circulaires et vous aviez 13 tours de garde. Alors ils faisaient 6 mètres de haut et 1,50 m d'épaisseur. Et donc il y avait 13 tours tout au long de ces remparts et 2 grandes portes. Alors il y avait la porte basse qui était au bas de la grande rue. Je ne sais pas si vous avez pu voir, il y avait un rétrécissement. C'est là où il y avait donc cette ancienne porte basse qui était active jusqu'en 1670, c'est-à-dire que tous les soirs, on relevait le pont-levis. Il y avait un fossé juste devant rempli d'eau.
et on a baissé la herse. Et à la tombée de la nuit, il y avait un veilleur de nuit qui parcourait le bourg. Alors pour vous montrer, voilà, là j'ai une photo de la reconstitution de la porte basse. Donc là on est au niveau de la place, la photo est prise comme si vous étiez sur la place de la République. Et là vous avez la porte basse. On est en 1894, on est en train de fêter les 100 ans de la réunification de Boekenhoom et de Neussarwerden. Hein. Donc ça c'est une reconstitution, hein, parce qu'en fait elles ont été détruites vers le milieu du 19e siècle par la commune. Donc là on va donc les remparts érigés en 1328, année très importante parce que cette année-là, il y a Frédéric II qui, grâce à une lettre d'affranchissement, permet à Boekenhoom d'accéder au rang de ville. Et les habitants de Boekenhoom, les Boekenhoomers, ont été qualifiés de citadins, hein, ils ne se prenaient plus pour n'importe qui, ils étaient fiers d'avoir ce statut de ville, et donc on les surnommait, enfin les villageois d'alentour, les surnommait les Clarpe. Clarpe c'est grande gueule, frimeur, voilà. Voilà, parce qu'ils trouvaient qu'ils se comportaient en donneurs de leçons. Alors on va continuer, longer les remparts. Et juste attirer votre attention, ici, vous voyez, on a une petite passerelle là entre la maison du rabbin et la synagogue. En fait, c'est une passerelle qui permettait de communiquer entre le grenier de la maison du rabbin et celui de la synagogue. Voilà. Alors là, vous avez les derniers vestiges des remparts. Il y a une maison en fait qui s'est affaissée, puis on a découvert donc une partie des remparts, hein, donc on peut se faire une idée. Et ce qui est intéressant, ce qui a été découvert, c'est ce four banal, vous voyez au niveau des briques, intégré dans le mur des remparts. Donc c'est un four banal, ça veut dire qu'il appartenait au seigneur, qui percevait en contrepartie une redevance. Hein, et puis le seigneur assurait l'entretien et puis l'accès au four aux villageois, enfin aux citadins, pour qu'ils puissent venir cuire leur pain. Alors on va aller voir d'autres vestiges. On va voir deux anciennes tours de garde des remparts. Oui. Donc là, on est à l'extérieur de la ville médiévale. Hein. Oui. C'est les remparts qui constituent la base des maisons. Vous aviez donc les douves, hein, les fossés qui étaient remplis d'eau. Et aujourd'hui, à la place, vous avez les jardins ou les extensions des maisons. Alors on va continuer, on va longer les remparts. Et on va s'arrêter au niveau des tours de garde. Vous voyez la tour, ancienne tour de garde là? Là vous avez une deuxième tour des remparts, ce qu'il en reste. On devine un petit peu quand même, elle est circulaire, voilà. Il y a des arbres, là c'est le meilleur point de vue. Donc la deuxième, hein, les deux qui restent sur les 13. Là, on a quitté la ville médiévale, hein, on a longé les remparts et là, on se trouve dans le faubourg. Et maintenant, on va s'intéresser à l'activité industrielle de Sarre-Union au 19e et 20e siècle. Alors, la ville fut le berceau d'industrie de renommée nationale et même internationale. Il y avait la chapellerie de Langenhagen, notamment. Et là, on va s'intéresser à une première fabrique qui est la fabrique de couronnes mortuaires en perles de verre, alors qu'il se situait là, le bâtiment avec le lierre. Au 19e siècle, la broderie de perles, c'est l'activité principale en Lorraine. Et on fabriquait aussi des objets en perles pour les mariages et puis pour les communions. Et il y avait de nombreuses usines dans toute la France. Et dans les magasins de pompes funèbres, on trouvait aussi des objets en perles, on trouvait des couronnes mortuaires.
Et à Sarre-Union, il y a Charles Karcher et son fils Maximilien qui créent une entreprise de couronne mortuaire fin 19e siècle. Et ils ont réussi leur commerce parce que lors des intempéries, l'entretien des tombes devient complexe. Du coup, le verre qui a un caractère durable, qui ne demande pas d'entretien, ces perles en verre étaient belles pour leur décor. Ça va faire le succès de ces couronnes funéraires. La fabrique Max Karcher va confectionner différents modèles de couronnes et de croix, alors avec différents décors. On a des couronnes pour adultes et des couronnes pour enfants aussi. Alors, je vais vous montrer. Donc ça, ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est des objets qui sont dans les collections du musée de Sarre-Union. Donc là, vous avez une couronne mortuaire en perles de verre pour les adultes. Vous voyez, les perles qui sont de couleur mauve. Et à côté, alors on a une couronne en forme de croix, en perles de verre blanches, comme c'est un enfant. Et puis au milieu, vous avez un petit angelot qui constitue le décor. Et donc là, vous avez un catalogue de la manufacture, un Karcher-Gachot, qui vous présente les différentes couronnes qu'on pouvait commander, acheter. Alors si le prix était assez abordable. Et donc là, vous avez des fleurs, des pensées, qui sont réalisées en perles de verre. Là, vous avez un bouquet de fleurs également en perles. C'est peut-être des iris. Donc en fait, ils ont fabriqué des couronnes mortuaires en perles. Et après, dans les années 50, c'est le plastique qui était inondé le marché, beaucoup moins cher. Du coup, ils ont arrêté de produire des couronnes de perles dans les années 60. Et alors, pour la petite anecdote, en 1970, le dernier directeur de la fabrique, M. Gachot, a vendu la dernière couronne de perles à un régisseur de théâtre de Mannheim qui en avait besoin pour un accessoire pour une pièce de théâtre. Alors les couronnes étaient fabriquées ici à la fabrique par une main-d'œuvre essentiellement féminine qui était habile. Donc elles assemblaient, elles faisaient l'armature en fait de la couronne, exactement. Et il y avait aussi des ouvrières à domicile qui elles fabriquaient les fleurs, les gerbes, les bouquets de fleurs. Et ensuite, le tout était rassemblé ici dans la fabrique. Ça a beaucoup marché après la Première Guerre mondiale aussi. Il y a eu l'hécatombe, plusieurs millions de morts. Les communes ont érigé leur monument aux morts, le Souvenir français, cette association qui entretenait les tombes. Ils n'arrêtaient pas, ils étaient bons clients, ils achetaient des couronnes pour pouvoir orner les tombes des soldats militaires et les communes pour orner les monuments funéraires. Alors ça, c'est une image religieuse qui représente donc la Vierge Marie. C'est une image imprimée en couleur, cartonnée, et qui était en fait protégée par un globe en verre. Le globe en verre était au milieu de la couronne. Et en fait, la production de ces couronnes en globe de verre a permis la naissance d'une verrerie, la verrerie Hirtz à Sarre-Verden, en 1898. Cette entreprise existe toujours aujourd'hui, elle a changé de nom. Voilà, la société Flabeg qui fabrique des glaces, des miroirs pour les rétroviseurs de voitures. Donc, et là, vous avez une image, pareil pour une couronne à globe, pour une couronne d'enfant. Vous avez un angelot là qui est représenté sur les nuages en train de penser. On va passer à la manufacture de chapeaux de Langenhagen. En Alsace, comme dans le reste de la France, le chapeau de paille était principalement porté par les paysans pour se protéger du soleil et de la pluie quand ils travaillaient dans les champs. Et ces chapeaux étaient principalement fabriqués par des artisans dans de petites fabriques. Et en 1832, à Sarre-Union, naît la première fabrique de chapeaux. Alors c'est Guillaume de Langenhagen qui est à l'origine de cette fabrique, qui, lors d'un voyage d'affaires en forêt noire, il a découvert en fait le tressage de chapeaux de paille.
Il va se rendre en Italie pour voir comment on fait ça, hein, pour acquérir les techniques. Et quand il revient ici, en Alsace-Bossu, il trouve la main-d'œuvre nécessaire pour pouvoir tresser ces chapeaux de paille essentiellement pour hommes. Il est d'abord installé à la Villeneuve et après, en 1840, il va s'installer ici, dans l'ancienne ville médiévale, dans l'ancien collège des Jésuites qu'on a vu tout à l'heure. Et il fabrique donc principalement des chapeaux de paille et quelques éléments de vannerie du genre des cabas. Alors, ils veulent se renouveler, fabriquer de nouveaux produits, et là, ils vont utiliser d'autres matières premières qu'ils vont importer de l'autre bout du monde. Alors, ils vont fabriquer en fait des chapeaux à partir de la paille de palmier. Alors, cette paille provenait de palmiers qui étaient en Équateur, qui servaient justement pour la fabrication de Panama. Alors, j'ai une photo juste ici. Vous voyez un chapeau en cours de tressage, hein, justement, chapeau de paille, et juste en dessous, un Panama, avec fabriqué de la paille de l'Équateur. Là, on voit en haut une équipe de tressage qui était à Madagascar. Donc, on voit que c'est principalement des femmes, des jeunes filles, qui sont en train de tresser des chapeaux. Et debout derrière, vous avez des contremaîtres malgaches et un représentant de l'industrie de Lagenhagen avec son chapeau colonial. Alors, ils avaient de la main-d'œuvre en usine, mais également dans les villages, en Alsace-Bossu. Alors là, c'est une photo qui montre des tresseuses, de jeunes tresseuses. Vous voyez que c'est des jeunes femmes, jeunes filles. On a très peu, il n'y a pas d'adultes hein, sur la photo. Donc elles sont en train de tresser avec là le support qui est fait maison généralement, hein, en train de tresser donc le chapeau de paille. Et cette photo-là, alors c'est des tresseuses qui sont à Parois, si je ne me trompe pas, c'est près de Lunéville, parce que l'usine de Lagenhagen avait une annexe à Lunéville. Alors ça s'est passé dans les années 1870, lors de la guerre franco-prussienne. Pour ne pas perdre le marché français, le dirigeant a décidé d'ouvrir une annexe à Lunéville. Et donc là, on a une photo de l'intérieur de l'usine à Lunéville. Donc on voit hein, qu'il y a des jeunes enfants hein, qui travaillent, des adultes. Et puis donc là, vous avez des presses qui sont alignées, qui permettait en fait de mettre en forme le cône hein, qui était tressé. Juste en dessous, vous avez une photo de groupe des ouvriers de Sarre-Union. Hein. Donc c'est une photo qui date de 1900. Donc on voit aussi, hein, premier rang, les enfants. Deuxième rang, de beaux monsieur en costume cravate. Il y avait le patron Octave de Lagenhagen et ses assistants de direction. Et derrière, hein, vous voyez les ouvriers, alors essentiellement des hommes, hein. Ah oui, les femmes, comme vous disiez, voilà, à domicile. Voilà. Et là, justement, on va pouvoir se repérer un petit peu. Là, on a la cheminée. Alors nous, on est, on est à peu près ici. Et l'usine à chapeaux, c'est tout ça. Là, à peu près. Vous aviez l'usine de chapeaux à l'emplacement du carrefour Contact, donc la cheminée hein, qui trône, là, qui a été détruite en 1978 suite à la fermeture. Hein. Donc les chapeaux de paille, ils les ont produits jusque vers 1920. Après la Première Guerre mondiale, ça s'est démodé et du coup, ils ont dû réorienter leur production sur le feutre. Donc là, vous avez un chapeau de dame en feutre et là également. Là, on est à l'intérieur de l'usine ici, à Sarre-Union, fin des années 50. Et là, on est en train de voir des ouvriers qui sont en train de former le chapeau, enfin le cône pour devenir chapeau. Hein. Voilà, justement. La presse, ça ressemble à ça. Donc là, vous aviez le moule sur lequel était posé le chapeau. On pose un tissu dessus pour pas brûler le chapeau, parce qu'au-dessus vous avez la presse. Voilà, le moule venait en dessous de la presse, ensuite on injectait de l'air chaud pour que
le cône voilà, prenne la forme du moulin. Et là, on a l'atelier de garnissage avec les ouvrières, donc main-d'œuvre principalement féminine, qui sont en train de décorer les chapeaux avec des fleurs, des voilettes et des pompons. Donc là, on voit les bâtiments administratifs qui sont juste là. Hein. Crédit mutuel. Voilà, aujourd'hui Crédit Mutuel. Donc ça, c'est les bâtiments de l'usine de Lagenhagen avec la cheminée. Et juste devant, on a un convoi un petit peu curieux. C'est en fait un convoi de camions équipés de gazogène à bois Humbert. Donc on va aller se diriger vers le chalet de Georges Humbert. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette épopée. Donc ici, on est devant le chalet qui a appartenu à Georges Humbert. Alors il n'a pas toujours appartenu à Georges Humbert. Il y avait la famille Schmidt et de Lagenhagen qui l'ont également occupé, donc fin 19e siècle. Alors ce chalet est du style suisse, hein, qui était très à la mode à la fin du 19e siècle. Nous, on se situe à l'entrée principale, mais là j'ai une photo du jardin à l'arrière. Et là, une autre photo du jardin. Là, on voit bien donc, la décoration hein, à la suisse, avec le toit qui déborde et puis les balcons aussi hein, qui sont moulurés, décorés. Et puis surtout, là, on a notre inventeur du gazogène à bois Humbert. Donc, je vous explique un petit peu le contexte. On est à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc on est en pleine pénurie de pétrole et les autorités gouvernementales cherchent un moyen de trouver un carburant qui ne serait pas dépendant des importations, hein, de trouver autre que du pétrole étranger. Et il se trouve que Georges Humbert travaille au début des années 1920 sur le gazogène à bois. Alors, le gazogène à bois, c'est en fait un appareil qui transforme un élément solide, combustible, que ce soit le bois ou par exemple du charbon à bois, en un gaz combustible pour faire fonctionner le moteur à explosion. Alors, les gazogènes à bois peuvent être installés sur tout type de véhicule. Alors, déjà, là j'ai un portrait de Georges Humbert. Donc on est en 1900, au début des années 40. Donc voilà notre inventeur. Et donc là, vous avez voilà, une voiture alors, de tourisme, une Ford. On est en début des années 40 et là on la voit hein, à l'extrémité. Elle est équipée d'un gazogène à bois Humbert. Donc on peut équiper des voitures de tourisme, mais aussi des motos, hein, comme vous le voyez. Donc là, on a l'équipement à l'arrière. On peut aussi équiper les tracteurs. Hein. Les fabricants agricoles étaient très attirés par cette invention. Donc là, voilà, c'est un tracteur Renault. Hein. On voit bien ici le générateur, voilà, avec la plaque où il y a marqué Humbert dessus, hein, qui est apposé. Et on a également donc, les camions. Et puis ça fonctionne aussi sur les bateaux, donc sur terre et puis sur l'eau. Donc là on a le bateau, l'Étoile du Lac, on est dans les années 40, donc là au niveau un bateau sur le lac du Bourget. Alors l'invention de Georges Humbert rencontre beaucoup de succès auprès des autorités militaires, mais très peu auprès du grand public. Alors il n'arrive pas à vendre hein, son invention, du coup il va chercher d'autres marchés à l'étranger, aux États-Unis et surtout aussi en Allemagne. Et alors en Allemagne, le Troisième Reich, lui, prônait hein, les énergies renouvelables et était très intéressé par le gazogène à bois Humbert. Dans les années 20, donc, Georges Humbert a développé le gazogène à bois pour le compte de l'usine de Dietrich à Reichshofen. Et sauf que voilà, de Dietrich voulait commercialiser l'invention sur le marché. Hein. Il lui avait acheté le brevet pour la France et puis aussi pour les colonies étrangères.
Sauf que Georges Imbert jugeait que son invention n'était pas prête pour la commercialiser. Du coup, de Dietrich l'a quand même commercialisée et Georges Imbert s'est fâché avec eux et a rompu leur collaboration et est venu s'installer ici à Sarre-Union en 1930. Il a installé créé la Compagnie Générale des Gazogènes à Bois Imbert, et alors qu'il se trouvait dans la rue de Bitche, là où il y avait anciennement des ateliers de la manufacture de Lagenhagen. Et il s'installe dans le chalet aussi, avec sa famille, dans les années 30. Et du coup, son invention ne marche pas trop. Et il décide d'aller vendre son invention sur d'autres marchés, voir à l'étranger ce qui se passe. Et l'Allemagne du Troisième Reich est très intéressée par son invention. Et il y a une usine qui ouvre à Cologne en 1935. Et après, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette usine à Cologne va également, pendant l'occupation, ouvrir une usine à Paris, qui est plutôt située à Saint-Denis. Et ils vont produire énormément pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 500 000 exemplaires jusqu'en 1945. Alors là, j'ai une photo, une vue de l'usine à Paris. Donc on a la chaîne de montage là au niveau des générateurs, on voit bien la production en série, on voit ici la file de générateurs qui s'étend. Et j'ai également une photo. Alors là on est dans une usine aux Pays-Bas, pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, et là on voit des châssis de camions sur lesquels sont montés des gazogènes à bois Imbert. Après la Seconde Guerre mondiale, le pétrole n'est pas encore revenu en France. Du coup, on garde les gazogènes à bois montés sur les voitures. Et c'est seulement après 1947, quand le pétrole étranger revient en France, qu'on démonte toutes les installations sur les voitures. Et après, il y a aussi les usines qui ferment les unes après les autres. Il y a Imbert-Cologne qui ferme dans les années 50, mais également Paris. Et à Sarre-Union, l'usine est également fermée parce qu'elle est accusée d'avoir collaboré avec l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale et d'avoir contribué à son armement. Et Georges Imbert, avec la fermeture de toutes ces usines et en plus la mort de son fils aîné pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front russe, sombre dans une dépression et meurt à 66 ans en 1950. Alors après, dans les années 70, quand il y a eu les différents chocs pétroliers, il y a eu un petit retour du gazogène à bois Imbert. Il y a des sociétés qui se sont mises à rééquiper des camions Renault par exemple. Et il y a même une société dans les années 80 qui a produit des gazogènes statiques pour les pays en voie de développement, pour diverses usines, industries. Donc c'était des gazogènes qui fonctionnaient avec des détritus de bois principalement. Et donc aujourd'hui, au cœur des débats des énergies renouvelables, le gazogène à bois Imbert aurait tout son sens. Alors je termine par un flash actu. Sachez que dernièrement, le musée régional de l'Alsace-Bossu a participé avec les 9 autres musées qui adhèrent à la conservation du parc naturel régional des Vosges du Nord. Ils ont participé au projet Le Design au musée. Et en avril dernier, une série de 10 objets design est sortie. Alors ce sont des objets qui s'inspirent des collections des 10 musées. Et pour Sarre-Union, c'est les designers de V8 Designers qui sont basés à Strasbourg, qui ont travaillé sur les collections du musée. Donc ils sont venus ici sur place voir les réserves et ils ont été très inspirés par la collection des gazogènes à bois Imbert et ils ont fait un dessous de plat ludique
qui s'appelle Gazo Gazo. Alors là, on a deux vues différentes. Vous voyez là en bas, on a 6 pièces, alors qui sont en bois de hêtre, qui rappellent, enfin le bois de hêtre était utilisé pour brûler, pour le mettre dans le générateur, pour faire fonctionner le gazogène à bois. Donc là, vous avez 6 pièces qui représentent en fait les prototypes des gazogènes à bois Imbert. Et ces 6 pièces, vous les disposez sur la table, alors les 6 ou 3 en fonction de la taille du plat, et vous posez le plat dessus. Et après, quand vous avez terminé le repas, il suffit de les enfiler sur le socle. Et donc ça vous donne après une sculpture éphémère. Voilà, après, il n'y a pas d'ordre pour enfiler les 6 prototypes, ce qui fait que vous avez à chaque fois une nouvelle sculpture tous les jours. Et donc cet objet, si ça vous intéresse, sachez qu'il est en vente à l'Office de tourisme de l'Alsace-Bossu, à Lorentzen, au prix de 23 €. Alors ici, on est dans le square Paul Dommel. Alors, Paul Dommel, c'était un des directeurs de la corderie Dommel. Et avant d'être square public, c'était le parc privé de la famille Dommel qui dirigeait donc la corderie. Et ce parc s'appelait, on disait Zum Hirsch parce qu'il y avait un cerf apprivoisé. Et c'est donc en 1815 que Georges Dommel s'installe en tant qu'artisan cordier à la Villeneuve et il fait faire fabriquer des cordages en chanvre qui est issu de la culture régionale. Et vers 1860, il y a les mines de Lorraine qui ouvrent et qui commencent à être exploitées. Et au même moment, il y a Georges Dommel, alors le fils de Georges Dommel, donc Georges Dommel fils, qui succède à son père et qui va mécaniser la corderie qui est installée à Bouquenôme, enfin à Sarre-Union, pour répondre aux besoins en fait des exploitations minières. Parce que jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, les mines de Lorraine et d'Allemagne utilisaient des câbles ronds en chanvre, mais ces câbles ronds devenaient insuffisants parce que les puits étaient de plus en plus profonds. Du coup, les mineurs avaient recours aux câbles plats. Et du coup, grâce à sa mécanisation, la corderie Dommel a pu répondre à cette demande et ils avaient le monopole jusqu'en 1918. Donc voilà un câble plat qui est issu des collections du musée régional de l'Alsace-Bossu, qui pouvait faire 600 à 800 mètres de long et peser jusqu'à 13 tonnes. Et là, juste à côté, on a le chargement d'un câble plat. Donc là, on est fin 19e siècle. Et donc on peut voir le câble plat qui est chargé donc, sur la charrette, qui est tiré par 4 chevaux de trait quand même, c'est pas rien. Donc déplacé 13 tonnes. Et donc en 1920, les puits miniers sont encore de plus en plus profonds. Et là, les câbles plats, ils deviennent de plus en plus lourds et les miniers préfèrent utiliser des câbles en fil d'acier qui sont moins massifs et qui sont plus résistants et surtout indépendants de la matière en matière première. Et donc du coup, en 1923, pour répondre à ces nouvelles contraintes, la corderie Dommel va décider d'orienter la production sur des cordes des câbles plats qui sont faits en chanvre de manille. Alors le chanvre de manille se trouve, c'est de la fibre dure qui est beaucoup plus résistante que le chanvre local. C'est en fait des fibres d'un bananier textile qui s'appelle l'abaca, qui pousse aux Philippines. On a une ouvrière dans une exploitation d'abaca, donc de ce bananier textile, et on la voit justement séparer les écorces du bananier. Et juste en dessous, vous avez les fibres du bananier, le manille, qui est en train de sécher. Alors, la corderie Dommel ne fabriquait pas que des câbles plats pour les mines, mais elle faisait aussi des fils d'acier pour l'industrie, pour la construction ou encore pour la marine. Et elle faisait aussi
des cordes et des ficelles pour le domaine agricole, hein, par exemple des ficelles lieuses pour les moissonneuses-batteuses ou encore des liens de gerbe. Et on avait aussi des cordages pour le sport ou encore la navigation de plaisance et bien sûr de la ficellerie pour les besoins domestiques. Alors je vous montrer l'intérieur de l'usine. Alors on est dans les années 50, donc à Sarre-Union, hein, voilà. La corderie Domel à l'intérieur, dans les années 50. Donc là on a un banc fileur. Au premier plan, là ici, on a des bobines de fil, hein, il y a déjà le fil qui est enroulé dessus. Et juste au-dessus, on a des bobines vides, pas pour longtemps, hein, puisque voilà, il y a des fils qui vont être enroulés dessus. Et juste en dessous, alors là on a les bobines qui sont terminées, puis on a un ouvrier qui est en train de les emballer pour ensuite les livrer aux différents clients. Après, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors la corderie va être moins approvisionnée en chanvre. Du coup, il faut trouver une matière première qui la remplace. Et du coup, ils vont fabriquer des cordes, enfin des ficelles de papier plutôt. Et ce papier-là, il est importé de Suède. Et après, la corderie Domel va aussi souffrir pendant les combats de la libération de Sarre-Union, parce qu'elle va être la cible des tirs d'artillerie. Et alors, il y a le dépôt de matières premières qui va être complètement incendié. Et après, la corderie va aussi être occupée par l'armée américaine qui va en faire un hôpital de campagne. Et à la fin de la guerre, alors ils essayent de se relever, hein, de relancer l'économie. Sauf qu'en 1950, vous avez les mines de Lorraine qui sont nationalisées et qui se convertissent au câble d'acier qui est beaucoup plus résistant, maniable et surtout indépendant des matières premières, hein, qu'il faut importer. Et au même moment, donc dans les années 50, on est, les fibres de Manille sont concurrencées par les fibres synthétiques qui elles aussi sont plus résistantes et plus intéressantes au niveau prix. Du coup, en 1962, après un essai de relance de l'économie de la corderie, la direction décide de fermer l'usine à Sarre-Union. Et du coup, après, il y a la ville de Sarre-Union qui rachète le terrain et puis les bâtiments et qui en font un complexe sportif et de loisirs qui est aujourd'hui toujours d'actualité, hein, actif. Hein. Le complexe s'appelle d'ailleurs aujourd'hui la Corderie. Là, on se trouve sur la place de la République et la place du marché. Alors au départ, il y avait un manège qui était destiné pour les chevaux, des régiments en fait, de cavalerie, hein, qui étaient de passage ici dans le coin. Donc on avait en fait aménagé différents terrains de sable, cailloux, encore pavés. Et en contrebas à gauche, il y avait la place, enfin ça s'appelle la place au marché aux bestiaux. Donc il y avait en fait deux marchés qui se déroulaient, le marché aux cochons, enfin il y avait deux marchés aux cochons et deux marchés aux bestiaux, donc chevaux, chèvres et compagnie. Et sur cette place, si vous allez faire un tour un jour, vous verrez que sur les murs, on trouve encore les barres de fer où on attachait en fait les animaux. J'attire votre attention sur ce bâtiment-là, le bâtiment de l'opticien. C'était la propriété d'un riche boulanger, Châtillon, qui se sentait à l'étroit dans la vieille ville et qui a été le premier à sortir dans le faubourg pour construire sa maison. Alors il était très riche, il a construit sa boulangerie, mais aussi un restaurant, un hôtel, un relais, une boucherie et un abreuvoir pour les chevaux. Et donc son commerce a fonctionné parce que là, on se trouve en fait sur une route qui est très fréquentée, sur la chaussée royale en fait.
Et au milieu de la place, vous avez la fontaine au bouc qui trône fièrement, qui est appelée aussi Boxbronne dans le dialecte. Et donc cette fontaine est constituée en deux parties. Vous avez la partie inférieure qui est en grès rose des Vosges du Nord et la partie supérieure est en fonte et ont été fabriquées par les entreprises de Dietrich à Reichshofen. Et cette fontaine-là a été inaugurée en grande pompe en 1851 par le maire Frédéric Flurer, avec plein d'invités, tout le gratin si vous voulez, et puis tout le reste de la population. Et c'est à partir de ce moment-là que le bouc, vous voyez qu'il y a deux boucs là qui sont allongés en train de cracher de l'eau, c'est à partir de ce moment-là que le bouc est devenu le symbole populaire de la ville de Sarre-Union. Donc voilà, la visite se termine là. Je vous remercie pour votre attention et votre participation et je vous souhaite encore une bonne fin d'après-midi. Voilà. Merci. Merci à vous.